مرحبا، اهلا وسهلا معكم برك بيبا يحييكم على صفحتكم البيولوجيا بالدارجة. لا تنسوا الاشتراك معنا في القناة والضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو سبسكرايب وتحميل تطبيق البيولوجيا بالدارجة الذي ستجدون رابط تحميل التطبيق تحت الفيديو. إذا سوف نواصل حلقتنا مع لي زالغ. إذا كما تعرفون لي زالغ سو ريبرودويز سولون دو مود. إذا غادي نشوفوا في هذا الفيديو هذا لا ريبرودكسيون شي لي زالغ. لي زالغ سو ريبرودويز سولون دو مود. كيما كتعرفوا لي زالغ كلهم بحال الكائنات بعض الكائنات الاخرى عندهم سوا لا ريبرودكسيون كتكون سيكسيي ولا لا ريبرودكسيون كتكون اسيكسيي. اسيكسيي يعني لا جنسي، تولد لا جنسي، وسيكسيي يعني تولد جنسي. يعني التولد الجنسي هذا توجور لا reproduction sexuée il nécessite la présence des gamètes, c'est-à-dire la présence des gamètes mâles et les gamètes femelles. Et la reproduction asexuée, c'est une reproduction qui ne nécessite pas de gamètes. Ou aussi, la reproduction asexuée, c'est une reproduction, c'est un mode de reproduction qui donne des individus génétiquement identiques et aussi morphologiquement. Alors que la reproduction sexuée, elle donne toujours des organismes génétiquement qui sont variables parce que tout simplement, le zygote, elle porte une partie des gamètes mâles et une partie des gamètes femelles. Alors, on commence ce cours, la reproduction sexuée. C'est le mode de reproduction le plus fréquent. Comme vous le savez, chez les algues, elles préfèrent toujours la reproduction asexuée parce que c'est le mode qui va leur permettre de distribuer leur matière génétique d'une manière sur la Terre, d'une manière qui est très vaste et très grande. Alors que l'algue est capable d'assurer sa descendance par des phénomènes ne faisant intervenir ni organes ni cellules sexuelles. Comme vous le savez, les algues sont capables d'assurer, bien sûr, sa descendance par des phénomènes qui n'interviennent pas ni organes ni cellules sexuelles. Comme vous le savez, la reproduction asexuée ne nécessite pas d'organes pour avoir la reproduction. Alors que la reproduction sexuée, il y a des organes qui sont spécifiques à cette reproduction. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo en détail. Le génotype, voilà ce qui est très important, c'est que la reproduction asexuée, le génotype est conservé et les individus obtenus sont identiques génétiquement à l'individu souche. Alors ça c'est très clair. Toujours la reproduction asexuée, elle donne des individus qui sont génétiquement bien sûr semblables parce qu'ils portent les mêmes gènes. Et bien sûr, ces mêmes gènes, c'est la reproduction asexuée, on peut dire que tout simplement c'est la métose. Alors, c'est une multiplication des cellules par métose. Alors que la reproduction sexuée, elle nécessite la méiose. Et bien sûr, dans la méiose, il y a ce qu'on appelle le brassage chromosomique. Il y a le brassage et aussi il y a ce qu'on appelle soit le brassage c'était interchromosomique ou intrachromosomique qui va permettre une variation au niveau des gènes. Alors, la reproduction asexuée. On va commencer la reproduction. Elle se réalise soit par multiplication végétative. La reproduction asexuée, multiplication végétative, c'est-à-dire une partie d'algue qui va donner un fragment total qui va donner une naissance à un nouvel individu, ou par formation de cellules spécialisées au spore. Alors, les cellules spécialisées au spore, c'est ce qu'on appelle, c'est un mode de reproduction asexuée, la formation de spores. Alors, les spores, c'est une forme de résistance des algues, et ces spores-là, ce sont seulement des cellules qui sont des cellules métotiques. Ces cellules-là, ils vont avoir certaines différenciations. Ces différenciations, c'est tout simplement la perte d'eau et certains organites jusqu'à avoir une petite taille. Les algues, voilà, les spores, ils ont une petite taille. C'est ce qui va permettre à l'algue de résister aux conditions de milieu jusqu'à les conditions sont favorables pour la germination. Alors, premier exemple, chez les algues rouges de genre Aparagopsis. Alors, c'est le genre là, Aparagopsis, c'est les algues vertes de genre Colerpa ou des algues brunes de genre Ascophyllum, Ficus ou Saragassum. Une partie totale se brise. Alors, c'est la partie totale, elle se brise et emportée par les courants et les vagues et redonnera un nouvel individu. C'est un véritable bouturage. Alors, le bouturage, c'est quoi le bouturage? C'est qu'une partie d'algue, elle va donner naissance à un individu qui est entier. Alors, l'exemple 2, c'est chez les algues brunes de genre Sphacilaria et la formation de propagules. Alors, c'est quoi propagule? C'est l'apparition d'un massif de cellules sur le tal capable, après séparation d'algues mères, de donner naissance à un nouvel individu. Alors, le propagule, c'est un massif de cellules. Ce massif de cellules-là, c'est les algues brunes. Et elle permet d'avoir, voilà, premièrement, elle va
voyez voir une multiplication, c'est-à-dire la mitose pour une mitose pour ces cellules-là. Ces cellules, voyez voir après la mitose vont transformer en un masse cellulaire ou une massif de cellules. Et cette masse de cellules, elle va séparer de la cellule mère et va donner naissance à un nouvel individu de tout entier. Il rassemble, bien sûr, génétiquement, il rassemble à l'individu mère. Alors, formation des cellules spécialisées au sport. Alors, les spores libérés par ouverture des sporocystes sont dispersés, tombant sur un substrat et après germination donnent naissance à un nouvel individu. Alors, comme vous le savez, les cellules spécialisées au sport, comme j'ai déjà dit, les spores sont libérés par ouverture des sporocystes. Alors, les sporocystes, c'est quoi le sporocyste? C'est l'organe qui porte les spores. Alors, ces sporocystes, après la libération des spores, ces spores-là, elles vont disperser, elles vont tomber sur des substrats et vont germer pour donner naissance à un nouvel individu. Certains spores sont incapables de mouvement propre. C'est ce qu'on appelle les aplanospores. Aplanospores, c'est-à-dire que ce sont des spores qui ne peuvent pas bouger. Comme vous le savez, les spores, pour que les spores peuvent se déplacer d'une zone à une autre zone, ils nécessitent un moyen de transport. Alors, de ce mode-là, il y a certains spores qui possèdent des organes spécifiques ou des organes spécifiques qui vont permettre le déplacement. C'est ce qu'on appelle ce type de spores-là. Ce sont des zoospores. Zo, c'est-à-dire mobile. Zoospores. Et aplanospores. Aplano, c'est-à-dire immobile, c'est-à-dire fixe. Alors, ces spores-là ne possèdent pas d'appareil locomoteur. Alors, formation de cellules spécialisées au sport. Les flagelles locomoteurs donnent des caractéristiques à la fois végétatives et animales de certains algues, généralement unicellulaires. Alors, comme vous le savez, ces sports-là, parce qu'ils ont l'appareil locomoteur, ils peuvent se déplacer. Il y a certains scientifiques qui les classent comme des animaux parce qu'ils ont la caractéristique de se déplacer. Alors, ce caractère-là, même si elles se déplacent, les botanistes on les classifié parmi les végétaux. Alors cependant, on remarque que les algues rouges et les égophycées ne possèdent pas de zooïdes, c'est-à-dire spores aux gamètes flagellés. Alors, il faut apprendre cette note qui est très importante pour les algues rouges. Les algues rouges et les égophycées. Les égophycées, ce sont des organismes qui ne possèdent pas de spores. Ils ne possèdent pas de spores immobile, ne possède pas de spores mobiles. Alors les algues rouges et les égophycées, les spores sont immobiles. Les spores sont immobiles, d'accord? Ils ne possèdent ni appareil, ni flagelle, ni cils, ni appareil de locomotion. Alors ils sont presque fixes. Alors cette remarque-là, elle est très importante. Les spores, les gamètes flagelles, il n'y a pas de gamètes. Et les spores, cependant, on remarque que les algues rouges et les égophycées ne possèdent pas de zooïdes. Les zooïdes, c'est-à-dire des organes qui permettent le déplacement. Alors, certains exemples, on peut noter certains exemples de ces spores-là. On a l'exemple des zoospores ésocontées. Zoospores, c'est-à-dire des spores qui se déplacent. Zoospores ésocontées, c'est-à-dire édontiques. Conté, c'est-à-dire flagelle. Alors, zoospores ésocontés, c'est-à-dire ce sont des spores mobiles qui ont des flagelles qui sont édontiques. Alors, zoospores ésocontés, c'est-à-dire les flagelles sont édontiques. Les flagelles, il a deux flagelles et ces flagelles-là, ce sont des flagelles édontiques. On a les zoospores hétérocontés. Zoospores, c'est-à-dire déplacement, c'est-à-dire les spores qui se déplacent. Hétérocontés, c'est-à-dire les flagelles ne sont pas identiques, les flagelles ne sont pas symétriques. Voilà. Et plérocontés. Alors, plérocontés, c'est-à-dire, l'exemple, c'est pour les algues brunes. Plérocontés, c'est-à-dire les flagelles ou les appareils locomoteurs, et là, ces appareils locomoteurs au niveau médian de sport. Il n'y a pas ces flagelles-là, le sport porte pas. Elle porte le sport, elle porte les flagelles de la partie médiane. Alors, et c'est acroconté pour les zoospores ésocontés et acroconté. Acroconté, c'est-à-dire elle possède les spores au niveau de l'apex, au niveau de la partie apicale de sport, c'est-à-dire au niveau des extrémités. Alors que le zoospore stéphanoconté, c'est-à-dire il possède plusieurs flagelles, et ces flagelles-là, l'exemple des bryopsidales. Les bryopsidales, ce sont des zoospores stéphanocontés. Stéphanocontés, c'est-à-dire plusieurs spores, et les flagelles nombreux ont répartis soit sur toute la cellule ou ils sont regroupés par une couronne apicale.
Alors, ces trois types d'ospores. Alors, les spores, ce sont des zoospores. Les zoospores, et selon la position des flagelles, on peut dire que ce sont isocontés ou hétérocontés ou stéphanocontés. La reproduction sexuée. Alors, la reproduction sexuée, le mode de reproduction le moins fréquent, le plus aléatoire. Alors, le mode de reproduction le moins fréquent est le plus aléatoire. C'est-à-dire que la reproduction sexuée, c'est le plus aléatoire, c'est-à-dire عشوائية, le plus aléatoire, et la reproduction le moins fréquente. Alors, c'est un mode de reproduction le moins fréquent, tout simplement parce que les algues, elles préfèrent la reproduction asexuée. Un nouvel individu naît de la fusion de deux types de cellules reproductrices, c'est ce qu'on appelle les gamètes, distincts génétiquement, l'un mâle l'autre femelle. Les individus obtenus sont génétiquement différents. Alors tout simplement, les individus obtenus sont génétiquement différents, c'est ce que j'ai déjà mentionné au début de cette vidéo. Pardon. Alors définition, les gamètes mâles sont formés dans les gamétocystes mâles ou spermatocystes. Alors il faut remarquer que les gamètes mâles, voilà, les gamètes mâles, ils sont formés dans le spermatocyste, le gamétocyste. Alors, les gamètes dans le gamétocyste. Et le gamétocyste, les gamètes mâles, c'est ce qu'on appelle spermatocystes. Voilà, les spermatocystes. Alors, les gamètes mâles sont formés dans le spermatocyste. Et les gamètes femelles sont formés dans l'oocyste. Oocyste. Alors, l'organe reproducteur qui porte les gamètes, c'est les gamètes femelles, c'est l'oocyste, et pour les gamètes mâles, c'est le spermatocyste. Spermatocyste. Le spermatocyste et l'oocyste peuvent être portés par le même organisme, qui est donc bisexué. L'espèce est des monoïques, exemple, Némalion. Alors, les espèces monoïques, on dit que le végétal est monoïque, c'est-à-dire il est bisexué. Monoïque, mono ici, c'est-à-dire il porte les gamètes mâles et femelles. Mono, c'est-à-dire un seul organisme, mono, elle porte les gamètes mâles et les gamètes femelles. C'est pour cela qu'elle est bisexuée. Alors elle est monoïque. On dit qu'elle est monoïque parce qu'elle porte les spermatocystes et l'oocyste. Ou si l'organisme il possède seulement il est unisexué, on dit qu'il est dioïque. Parce que dioïque, c'est-à-dire les gamètes mâles et femelles sont portés par deux sexes différents. Dioïque, c'est-à-dire deux individus. Dioïque signifie deux individus, l'un mâle et l'autre femelle. Un organisme qui porte les gamétocystes est appelé gamétophyte. Alors tout simplement, un organisme qui porte les gamétocystes est appelé gamétophyte. Alors le gamétophyte, c'est un organisme qui porte les gamétocystes. Phyte, c'est-à-dire végétal. Et gaméto, c'est-à-dire les gamètes. Phyte, c'est-à-dire végétal. Gamétophyte, c'est-à-dire végétal qui porte les gamètes. Un organisme qui porte les sporocystes est appelé sporophyte, tout simplement. Alors les sporophytes, il faut voir cette distinction entre les spores, sporophytes, spores. C'est quoi spore? Les spores sont surtout utilisés dans le mode de reproduction asexuée, alors que les gamètes sont utilisés dans la reproduction qui est sexuée. Alors gamète, c'est haploïde, spore, c'est diploïde. Un organisme porte les sporocystes et est appelé sporophyte. Sporophyte, il est diploïde. Alors les spores diploïdes, gamètes, haploïdes. Chez les algues rouges, le gamétocyste femelle est issu d'une cellule végétative et appelée corpogone. Et chez les floridés, il est prolongé d'un filament de trichogène qui sert de collecteur et de vecteur de spermatie. Alors tout simplement, cette paragraphe signifie que chez les algues rouges, toujours les algues rouges, ce sont des exceptions au niveau des algues parce qu'elles sont très évoluées. Alors les algues rouges, le gamétocyste femelle, c'est-à-dire l'organe qui porte les gamètes femelles, c'est ce qu'on appelle l'oocyste chez les algues. Ici, chez les algues rouges, on ne parle pas d'oocyste, on parle de carpogone. Alors l'oocyste est remplacé chez les algues rouges par le carpogone. Alors c'est quoi le carpogone? Ce sont des cellules, le gamétocyste femelle est issu d'une cellule végétative. Alors voilà, cette cellule végétative-là, comme vous le savez là, voilà un rameau carpogonial. Voilà le rameau carpogonial. On observe ici,
au niveau de ce triangle-là, ici. Alors, ce qu'on va observer ici, il y a un point, c'est le noyau de Carpogone. Alors, c'est le noyau de Carpogone. Ici, c'est le noyau de Carpogone. Et comme vous le savez, alors ça c'est l'organite femelle, le Carpogone, c'est un appareil végétatif. Il y a le spermatie. Le spermatie, c'est l'organe reproducteur mâle. Alors, chez les floridés, il est prolongé d'un filament, le trichogène. Alors, comme vous le savez, le corpagon, voilà le corpagon, on a le corpagon, et un filament, c'est ce qu'on appelle le trichogène. Le trichogène, il sert de capter, il capte les spermaties. Le trichogène, voilà le trichogène et le spermatique. Le spermatique, voilà, les spermaties sont présents dans l'eau et les trichogènes, carpogone. Alors le carpogone, voilà le carpogone, pardon, voilà. Alors on a ici le carpogone, voilà le carpogone de ce rameau-là, c'est ce qu'on appelle le carpogone, pardon. Voilà, tout ceci est le carpogone. Dans le carpogone, on a ici le spermatie. C'est ceci-là, cet organe-là, c'est le spermatie. Et on a cette partie-là prolongée, c'est ce qu'on appelle le trichogène. Alors, quel est le rôle du trichogène? Le rôle du trichogène, c'est la captation des spermaties. Il capte les spermaties. Alors, tout simplement, cette vidéo-là, chez les algues rouges, le gamétocyste femelle ou l'oocyste est issu d'une cellule végétative et appelé le carpogone. Voilà ce qu'on appelle le carpogone. Et chez les floridés, il est prolongé d'un filament de trichogène. Alors le trichogène, c'est qui sert de collecteur et de vecteur des spermaties. Alors il capte les spermaties et il joue le rôle de vecteur parce qu'il va porter le matériel génétique des spermaties vers le noyau du carpogone. Voilà. On parle aussi d'homotalisme et hétérotalisme. Alors, c'est quoi homotalisme et hétérotalisme? Tout simplement, homotalisme et hétérotalisme. Alors, chez les thalophytes, un organisme est dit homotalique. Homotalique, c'est quoi homotalique? Homo, c'est-à-dire identique, kif. Talique, c'est-à-dire lotal. Ou tout simplement, homotalique, si on parle d'une plante qui est homotalique, quand elle produit des organes sexuels mâles et femelles compatibles entre eux et dans l'union dans un zygote. Alors, tout simplement, chez les thalophytes, un organisme est dit homotalique quand il produit des organes sexuels, mâles et femelles, compatibles entre eux. Compatibles entre eux, c'est-à-dire peuvent avoir un zygote, c'est-à-dire peuvent donner un zygote, c'est-à-dire la fécondation peut avoir lieu. Homotalique, quand l'otale il reproduit et la reproduction à partir de ses propres gamètes. Dans ce cas-là, on parle d'homotalique. Alors, tout simplement, homotalique, c'est une autofécondation. Par contre, les organismes hétérotaliques. Hétérotalique, c'est quoi hétérotalique? C'est-à-dire, l'algue, elle produit les gamètes mâles et les gamètes femelles, mais l'autofécondation est impossible. C'est-à-dire, elle nécessite les gamètes de l'autre organisme pour qu'il y ait une fécondation. Alors, si on parle que les gamètes là, ils nécessitent des gamètes qui sont différents. Alors, il faut qu'il y ait rencontre entre deux gamètes mâles et femelles provenant de deux tâles différents. Voilà le métallisme. Dans le cas d'une espèce monoïque, il n'existe qu'un seul tâle bisexuée dont les gamètes mâles et femelles sont compatibles et conduisent à la formation d'un zygote. Et dans le cas d'une espèce dioïque, c'est-à-dire totale, ça nécessite la mâle et l'autre femelle à cause de la séparation spéciale des espèces, des sexes. Alors tout simplement, espèce monoïque, c'est-à-dire il ne nécessite pas d'autres plantes, elle porte les deux gamètes, le mâle et le femelle, et la fécondation peut avoir lieu. Alors que chez les espèces dioïques, ils nécessitent deux tâles.
pour avoir une fécondation. L'un est femelle et l'autre mâle. Et c'est l'hétérotalisme bipolaire, c'est tout simplement lorsqu'on a d'autales qui sont hétérotaliques. D'autales qui sont hétérotaliques, c'est-à-dire les deux, ils portent les gamètes mâles et les gamètes femelles, mais la fécondation, elle nécessite les gamètes de l'autre algue. Dans ce cas-là, on parle d'hétérotalisme bipolaire. Dans le cas d'une espèce dioïque, 4 tales sont nécessaires. Alors, la diversité d'un mode de fécondation. Le mode de fécondation, alors le premier mode, c'est ésogamie. La fécondation ésogamie. Ésogamie, c'est-à-dire que les spores, la fécondation met en présence d'ogamètes, pardon, c'est pas les spores, d'ogamètes morphologiquement et physiologiquement identiques. Comme vous le savez, iso, c'est-à-dire identique, gamète, c'est-à-dire gamète. Les gamètes iso, c'est-à-dire des gamètes qui sont identiques. Dans ces exemples-là, la fécondation fait intervenir deux gamètes qui sont identiques. Alors, anésogamie, c'est-à-dire un ésogamie. Anésogamie, c'est-à-dire l'inverse de ésogamie. Anésogamie, c'est-à-dire elle nécessite deux gamètes qui sont différents. La fécondation met en présence deux gamètes morphologiquement et physiologiquement différents. On parle de anésogamie. L'exemple, c'est chez Ulva lactica. Et pour l'exemple d'ésogamie, c'est chez les Clademona. La diversité des modes de fécondation, il y a ce qu'on appelle l'ogamie. Alors, ogamie, c'est un autre exemple, ogamie. Dans ce cas-là, les gamètes mobiles sont de grand nombre et les gamètes immobiles sont chargés en réserve. Alors, ogamie, c'est-à-dire on a un premier gamète qui est mâle et il est mobile, et les gamètes femelles sont immobiles ou l'inverse. Alors, l'un est mobile, l'autre est immobile. Et l'un de grande taille et l'autre de petite taille. C'est l'ogamie. Ogamie. On a aussi la cystogamie. Cystogamie, elle nécessite des cellules. Et la formation, dans ce cas-là, la formation d'un pente cytogamique. La pente cytogamique, c'est ce qu'on observe ici, entre ces cellules-là. La pente cytogamique, c'est que le matériel génétique qui ne sort pas vers l'extérieur, mais le matériel génétique de gamètes, toujours il y a la création d'une pente, et à partir de cette pente, il y a le passage de matériel génétique ou d'un noyau vers l'autre cellule. Alors voilà l'exemple. Voilà, on a deux cellules qui vont créer une pente. Alors cette pente, c'est ce qu'on appelle la pente de fécondation ou de conjugaison. Et à partir de cette pente-là, il y a le passage des deux noyaux. Et après le passage de ces deux noyaux, ils vont fusionner pour former un zygote. Alors c'est la cystogamie. Alors cet exemple-là de cystogamie, dans le cas de spirogère, chez les spirogères ou les spirogera, de genre spirogera, les gamètes ne sont plus libérés hors des cellules, comme j'ai mentionné. Les gamètes ne sont plus libérés. Il n'y a pas de libération des gamètes. Mais les gamètes passent à travers une pente, c'est ce qu'on appelle la pente de conjugaison. C'est le contenu entier d'un gamétocyste qui fusionne avec le contenu d'un autre gamétocyste. On dit qu'il y a cystogamie. Cystogamie, quand on parle cystogamie, c'est-à-dire il y a fusion de deux cellules. Cystogamie et cystogamie, c'est-à-dire les gamètes comme des cellules, c'est quelque chose comme ça. Zygophytie, l'exemple chez les zygophyties. On va voir ces zygophyties au niveau de la classification des algues dans la prochaine vidéo. La diversité de modes de fécondation, on a la trichogamie. La trichogamie, c'est un mode qui est très important chez les algues, parce que la trichogamie, il nécessite chez le gamète mâle et femelle, reste de l'ogamétocyste. Comme vous le savez, le gamète femelle, il reste de l'ogamétocyste. Le gamète femelle reste de l'ogamétocyste, c'est-à-dire il reste de l'algue. Mais c'est le gamète mâle qui intervient. Et à l'aide d'un trichogène, le gamète femelle, elle va capter le gamète mâle. Et bien sûr, à l'aide de ces trichogènes, il va y avoir une fécondation. Et c'est ce qu'on appelle la trichogamie. La trichogamie, c'est la présence de trichogènes. Trichogène, c'est ce filament-là qu'on observe ici. Ce filament, il sert à la captation des gamètes. Ce filament-là, voilà. Voilà, ce filament, c'est le trichogène. Et on a ici
le gamète mâle. Et bien sûr, le gamète femelle, il est ici. Voilà, le gamète femelle. Alors, cet exemple-là, notez bien que les algues rouges, il est présent seulement chez les algues rouges, chez les rhodophytes. Alors, il faut souligner cela. Alors, chez les rhodophytes, chez les algues rouges. Alors, les algues rouges, les rhodophytes, le mode de fécondation, c'est la trichogamie. Voilà. On a aussi l'aplanogamie. Aplanogamie, c'est-à-dire les deux gamètes ne sont aplano, c'est-à-dire pas de mouvement, c'est-à-dire sont fixes. Les gamètes ne possèdent pas d'appareil locomoteur, ni flagelle, ni cils, ni trichogène. Les aplanogamies, alors la fécondation ici, parce qu'il n'y a pas de mouvement des gamètes, alors la fécondation se fait au hasard. Voilà l'exemple de trichogamie chez une fleurie monoïque. Comme j'ai déjà expliqué ce schéma très suffisamment. On a le carpogone. Voilà le carpogone. Et bien sûr, le carpogone, il existe au niveau d'extrémité de l'algue. Il y a bien sûr l'algue ici. On a le carpogone. Voilà, cette algue-là, elle est monoïque. Monoïque, pourquoi cette algue est monoïque? Parce qu'on observe ici, on a les spermatocues, c'est-à-dire ils portent les spermatocues dans lesquels il y a ce qu'on appelle les gamètes mâles. Et on a le carpogone qui porte les gamètes femelles. Et bien sûr, le contact entre le gamète mâle et le gamète femelle, il nécessite l'intervention d'un trichogène carpogonial. Voilà ce trichogène carpogonial, c'est de cette partie-là. Ce trichogène, bien sûr, voilà le trichogène. Ce trichogène, elle sert de capter le spermatique et la fécondation peut avoir lieu. Voilà le cycle de développement. Alors, les cycles de développement, on va voir les cycles de développement dans la vidéo précédente. On a déjà mentionné dans la vidéo précédente que les cycles de développement sont très importants. Alors, les cycles de développement, une série d'événements se succèdent à partir de zygotes, forment un cycle de développement complet jusqu'à l'apparition d'un nouveau zygote. Alors, c'est quoi un cycle de développement? C'est une série d'événements. Ces séries d'événements succèdent à partir de zygotes, formant un cycle de développement complet. Alors, elle va former un cycle de développement qui est complet jusqu'à l'apparition d'un nouveau zygote. Les algues présentent plusieurs types de cycles de développement. Le cycle de développement monogénétique haplophasique, par exemple Spogera sp. Alors, c'est quoi monogénétique? Monogénétique, c'est-à-dire une seule génération. Une seule génération. C'est quoi une seule génération? C'est-à-dire un individu entier. Haplophasique, c'est-à-dire haploïde. Alors cet organisme-là, est-ce qu'il est haploïde ou il est diploïde? Ici on a monogénétique, c'est-à-dire une seule génération, qui est haplophasique, qui est haploïde. On a aussi le cycle de développement monogénétique diplophasique. Monogénétique, c'est-à-dire on a une seule génération, c'est-à-dire un seul individu, qui est diploïde, diplophasique. Par exemple, Acetabularia. Et on a le cycle de développement digénétique, c'est-à-dire deux générations, deux individus, l'un des individus haploïde et l'autre, et bien sûr, il est diploïde. C'est ce qu'on appelle haplodiplophasique. Et bien sûr, on parle de isomorphe. Isomorphe, c'est-à-dire ces individus sont morphologiquement identiques. Le cycle de développement digénétique haplodiplophasique. Digénétique, c'est-à-dire deux générations. Deux générations, c'est-à-dire deux individus. Haplodiplophasique, c'est-à-dire l'un des individus, il est haploïde, et l'autre des individus, il est diploïde. Et hétéromorphe, c'est-à-dire l'individu haploïde, il ne ressemble pas à l'individu diploïde. Exemple, Laminaria sp. Le cycle de développement trigénétique haplodiplophasique.
cycle de développement trigénétique haplodiplofasique isomorphe. Isomorphe, c'est quoi isomorphe? Isomorphe, tout simplement isomorphe, c'est-à-dire les deux individus trigénétiques, c'est-à-dire trois générations. Haplodiplofasique, il y a une génération qui est haploïde et l'autre qui est diploïde. Isomorphe, c'est-à-dire il est morphologiquement identique. On se limitera dans ce cours à l'étude des deux types de cycle de développement, c'est l'acétabularia et le valactusa. Alors, on va commencer par le cycle de développement de l'acétabularia. Comme vous observez ici, dans le cycle de l'acétabularia, on a un seul individu qui a, voilà l'individu, a deux N. C'est le gamétophyte. Elle porte deux N. Alors, on peut dire que ce cycle-là, on a au niveau de la méiose, il n'y a pas, c'est la formation des gamètes, bien sûr, gamètes mâles et gamètes femelles. À partir de la reproduction sexuelle, vont donner le zygote. Le zygote, elle va germer, elle va donner naissance à un acétabularia novo. C'est-à-dire que ce cycle-là, on a seulement, voilà, les individus, on a un seul individu. Cet individu-là, il est diploïde. Alors, on peut dire tout simplement que le cycle est monogénétique, parce qu'on a un seul individu. Voilà, monogénétique, pardon. Le cycle, voilà l'individu. Voilà l'individu. Il est monogénétique, l'individu. Voilà, pardon. Voilà l'individu. Cet individu-là, il est diploïde. Alors, le cycle est monogénétique, diplophasique. Alors, voilà le cycle. On a seulement le gamétophyte. Voilà. Bien sûr, pardon, le gamétophyte ici, c'est pas 2N, c'est N, le gamétophyte. Il y a une faute ici. Le gamétophyte, c'est N. Bien sûr, il va porter soit les gamètes mâles, il va donner soit les gamètes mâles, ou les gamètes femelles. Alors, le cycle ici, bien sûr, le gamétophyte N, on a les gamètes mâles, il va donner gamètes mâles ou gamètes femelles. Et il va y avoir la génération de gamétophytes parce qu'il porte les gamètes. Le gamétophyte, c'est le végétal qui porte les gamètes. Et ces gamètes-là, ils vont être soit mâles ou femelles. Et bien sûr, il va y avoir une seule génération. Parce que c'est le gamétophyte. Gamétophyte, il porte les gamètes mâles ou les gamètes femelles ou les deux. Le gamétophyte, gaméto, c'est-à-dire les gamètes, phyte, c'est-à-dire végétal, qui porte les gamètes. Gamétophyte. Voilà l'acétabularia, comme on a déjà mentionné, que le cycle est gamétophyte. Le cycle est monogénétique parce qu'il y a un seul individu monogénétique. Et cet individu-là, soit elle va porter les gamètes mâles ou elle va porter les gamètes femelles. Dans ce cas-là, on parle de tout simplement d'un cycle qui est monogénétique haplophasique. Voilà. Dans l'exemple, voilà donc le cycle de développement de l'acétabularia, chlorophylle C. Dans l'exemple choisi, l'otale qui produit les organes reproducteurs et le gamétophyte à deux chromosomes fournissent après méiose les gamètes mâles et femelles, qui après fécondation donnent un zygote qui sera à l'origine d'un nouvel individu. Dans ce cas-là, le cycle est monogénétique. Il existe un seul type d'otale, ou une seule génération, et bien sûr, il est diploïde. Il est diploïde, bien sûr. Voilà, le gamétophyte, le végétal qui porte les gamètes, il est diploïde, pardon. Comme il est diploïde, on peut dire qu'il est diplophasique. Voilà. Chez le deuxième exemple, c'est les Spirogera. Spirogera, on a le cycle qui est gamétophyte. On a le gamétophyte et on a le zygote. Alors, et on a par la cystogamie, la fécondation par cystogamie. Il va y avoir, voilà, il va y avoir une fécondation qui va donner naissance à 4. La fécondation va donner un zygote, mais ce zygote-là, il va suivre, après, il y a une fécondation ici, qui va donner naissance à un zygote, qui est diploïde, mais il va subir
une méiose qui va donner 4 cellules haploïdes. Et bien sûr, ces cellules-là, elles vont donner naissance à un individu, un gamétophyte qui est haploïde. Un gamétophyte qui est haploïde. Et bien sûr, le gamétophyte haploïde, il va donner naissance à un animal qui est haploïde. Alors ce cycle-là, c'est un cycle qui est monogénétique parce qu'on a une seule génération et cette génération, elle est haploïde. Alors c'est un cycle monogénétique, une seule génération, haplophasique, bien sûr haplophasique, c'est-à-dire qui est haploïde, cystogamie, par cystogamie. La cystogamie, c'est le mode de reproduction. Voilà chez Ulva, voilà, c'est un exemple de cycle digénétique. Voilà, on a deux individus ici. On a deux individus. On a le gamétophyte qui porte N. Voilà le gamétophyte qui est haploïde. Ce gamétophyte, il donne naissance à un nouvel individu. Cet individu-là, qui est haploïde, il rassemble à l'individu qui est diploïde. Alors, on peut dire que ici, que le cycle est digénétique parce qu'il y a deux générations, une génération haploïde et une génération diploïde. Et haplodiplophasique, digénétique, deux générations. Haplodiplophasique, une génération haploïde et une génération diploïde. Et bien sûr, isogamie, anésogamie, isomorphe. Isomorphe, c'est-à-dire qu'ils sont morphologiquement identiques. Anésogamie, c'est-à-dire les gamètes sont portés par deux sexes qui sont différents. Anésogamie, un gamète est mâle et l'autre est femelle. C'est deux sexes qui sont différents. Voilà le cycle de développement d'Ulva lactusa. Voilà le gamétophyte mâle et le gamétophyte femelle. Ils vont donner des gamètes. Ces gamètes vont fusionner pour donner un zygote. Le zygote, il va germer pour donner naissance à un sporophyte qui est diploïde. Et le sporophyte, il va donner les gamètes, bien sûr, gamète mâle et gamète femelle. Le gamète mâle, il va germer. Le gamétophyte femelle et le gamétophyte mâle. Bien sûr, chacun des gamétophytes, il va donner les gamètes et le cycle se régénère. Voilà le cycle de Ulva. C'est un cycle qui est digénétique, isomorphe, haplodiplophasique. Digénétique parce qu'il y a deux générations. Une génération qui est haploïde et l'autre génération qui est diploïde. Isomorphe, c'est-à-dire ils sont au niveau de la morphologie identiques. Les individus morphologiquement identiques. L'individu haploïde, il rassemble à l'individu qui est diploïde. Et bien sûr, au niveau de cycle, au niveau du cycle, il est haplodiplophasique parce qu'il y a une phase qui est haploïde et diploïde. Alors, ça c'est pour ce cycle-là. Le cycle de développement d'Ulva, chez les chlorophyciers, dans ce cas, il y a l'alternance de deux générations qui se succèdent. Il y a deux générations. L'une successive est représentée par le gamétophyte à N chromosome qui fournit les gamètes. L'autre asexuée, représentée par le sporophyte à 2 chromosomes issu des zygotes qui fournit les spores. Et bien sûr, dans ce cas, il y a deux types de gamétophytes. L'un mâle produit les gamètes mâles, les autres femelles produisent les gamètes femelles. Donc l'espèce est dioïque. Ces totales sont à N chromosomes, c'est-à-dire la première génération. Après fécondation, le zygote fournit une deuxième génération totale, les spores, à 2 chromosomes qui donnera les spores. Alors on a deux générations, une haploïde et l'autre génération qui est diploïde. Dans ce cas, le cycle est digénétique. Digénétique, c'est-à-dire il existe deux types totales ou deux générations. Haplodiplophasique, il se déroule en deux phases. Une phase l'haplophase qui est haploïde et la diplophase, il est diploïde. Isomorphe, c'est-à-dire les différentes tâles aux générations sont de formes semblables, se ressemblent morphologiquement. On les distingue que lors de l'apparition des organes reproducteurs. Chez Antitotamion pulmola, chez Antitotamion pulmola, où là, le cycle qui est, bien sûr, dans ce cas-là, c'est un cycle qui est très génétique, diplohaplоphasique, bien sûr, très génétique, c'est-à-dire il y a 3 générations, c'est-à-dire on observe 3 individus, et bien sûr, ces individus-là,
Bien sûr, chacun il va porter soit il va être soit un gamétophyte ou un sporocyste, comme montre le schéma. Alors, trois générations, chaque génération porte un individu qui est distinct. Ce poste-là, on parle de trait génétique, c'est-à-dire trois générations diplo-haplophasiques. Chez les algues, la méiose intervient à des moments très variés de cycle de développement. Chez les Sporogera, bien sûr, comme vous observez ici, comme ce qu'on a observé, chez les algues, la méiose intervient à des moments très variables de cycle de développement. Chez les Sporogera, la méiose intervient au moment de la germination de zygote. Chez l'Acetabularia, la méiose a lieu au moment de la gamétogénèse. Et chez l'ulva, la méiose a lieu au moment de la sporogénèse. Alors, la méiose, elle, la méiose qui va donner naissance à des individus qui sont haploïdes, bien sûr, pour chaque espèce, pour chaque individu, pour chaque type des algues, la méiose intervient à des différentes phases. Et voilà cette vidéo, voilà, on a terminé la vidéo de la reproduction chez les algues. J'espère que vous avez bien compris la reproduction chez les algues et le mode de reproduction. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas de les partager avec vos camarades. Et aussi, bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser au-dessus de la vidéo. Et merci de votre compréhension et de votre suivi.